Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à la personnalité du tsar Alexandre Ier, vainqueur de Napoléon, idole des foules européennes incarnant la jeunesse et la beauté. Mais a-t-il, dans un accès de folie, orchestré sa propre disparition? Vous voulez le savoir? Venez avec moi. Né à Saint-Pétersbourg le 23 décembre 1777, Alexandre Ier est le fils du tsar Paul Ier et de Sophie de Wurtemberg-Montélimar, ainsi que le petit-fils de Catherine II la Grande. Bien dans sa personne, il a le profil classique de sa grand-mère. Il possède une intelligence vive et souple. Dès son enfance, il apprend à louvoyer entre deux êtres qui se détestent, son père qu'il craint et sa grand-mère qu'il admire. Aussi, il est dissimulé et d'une ténacité secrète. Il lui fut habituel d'avoir à propos de toutes choses deux façons de penser, écrit Chateaubriand, et précise, sincère comme homme, en ce qui concernait l'humanité, Alexandre était dissimulé comme un demi-grec en ce qui touchait la politique. Son hérédité était lourde par son père, son éducation un défi à la raison, alors qu'il était destiné à n'être qu'un souverain autocrate et de religion orthodoxe. La grande Catherine lui donne dès 1784 un précepteur, Frédéric César de la Harpe, aux idées républicaines, libre penseur et d'origine protestante. Couvé par sa grand-mère, mais élevé à la française, Alexandre Ier développe des idées libérales radicalement opposées à celles de son père, Paul Ier, auxquelles il succède dans des circonstances troubles. Lorsqu'Alexandre Ier est informé du complot contre son père, il espère que celui-ci ne sera que déposé. Or, le complot conduit à l'assassinat du tsar, Paul Ier. Un profond sentiment de culpabilité ne cessera d'hanter Alexandre Ier jusqu'à la fin de ses jours. Ce parricide restera à jamais une blessure ouverte. Quoi qu'il en soit, monté sur le trône, le tsar Alexandre Ier cherche à engager son pays sur la voie de la réforme. Il encourage un projet de modernisation du gouvernement russe et octroie au Sénat un droit de remontrance. Il cherche également à favoriser l'émancipation des serfs. Cette œuvre réformatrice est toutefois limitée. On a souvent vu le recul d'Alexandre Ier devant la réforme, un signe de son caractère changeant. Il n'en est rien. La résistance de la noblesse et le manque de relais au sein de la société russe sont les principales faiblesses de son édifice. En outre, Alexandre Ier a très vite absorbé le rôle majeur qu'il réussit à se tailler dans la diplomatie européenne. Rappelons qu'Alexandre Ier fut le principal adversaire militaire de Napoléon. Dans un premier temps, allié à l'Autriche et à la Prusse, il est gravement défait à Austerlitz en 1805, puis à nouveau à Friedland en 1807. Il finit donc par accepter l'alliance avec la France, traité de Tislit 1807, contre l'Angleterre et la Suède. Cette nouvelle alliance permet à Alexandre Ier de conquérir la Finlande. Cependant, des divergences apparaissent vite avec Napoléon et mettent fin à l'alliance. En 1812, la campagne de Russie s'avère effroyable. L'arrivée des troupes françaises dans Moscou et l'incendie de la ville traumatisent Alexandre Ier, qui se tourne alors vers la religion. Cette crise mystique ne fait que s'accentuer avec le temps. En 1825, quelques mois avant sa mort, il envoie son aide de camp à Rome pour informer le pape Léon XII de son désir d'abjurer l'orthodoxie et de ramener la Russie dans l'Église catholique. La Russie a l'habitude des faux prophètes et des mystificateurs, à l'image du mystique arrivé à la cour impériale dans les années 1900 et qui se prénommait Raspoutine. À intervalles réguliers au cours de son histoire, des illuminés se sont fait passer pour des empereurs décédés. Le phénomène a notamment concerné celui qui portait le même nom que le conquérant de l'Antiquité, Alexandre le Grand. La carrière de ce tsar fut brillante, monté sur le trône à 24 ans en 1801. Il mène une politique de modernisation énergique, créant des universités et proclamant la fin du servage dans certains territoires de l'Empire russe. Il se révèle un géant sur l'échiquier européen, et si Napoléon est finalement défait à Waterloo, il emporte une grande responsabilité. Magnanime, le tsar n'impose pas de réparation financière ni de perte de territoire douloureux au pays vaincu. Il devient même la coqueluche du peuple français lors de son séjour à Paris en 1814, où il noue une tendre amitié avec Joséphine de Beauharnais. Tout semble lumineux et grandiose dans sa vie. Pourtant des démons l'assaillent. Promis entre tous sa participation passive à l'assassinat de son père, qui lui a ouvert les portes du pouvoir, et ne cesse de l'obséder.
Il renie aussi sa vie libertine passée et se réfugie entièrement dans la religion. Cet empereur, qui cultive diverses obsessions à la fin de sa vie, celle du rangement et de l'ordre, prend une dimension pathologique. Quand il passe ses troupes en revue, il vérifie chaque bouton de cuivre et exige que les soldats cessent de respirer pour contrôler l'uniforme. Un voyageur français, Dupré de Saint-Maur, ancien intendant de Guyenne, laissera dans l'ermite en Russie un autre compte-rendu de sa maniaquerie. On voit sur tous ses bureaux un mouchoir de batiste plié et 10 plumes nouvellement taillées. Ces plumes sont réformées, n'eussent-elles servi qu'à une signature. À mesure qu'il vieillit, d'autres malheurs renforcent son humeur sombre, notamment la mort de sa fille naturelle Sophie Narinchkine de tuberculose en juin 1824, puis dans la foulée, les inondations tragiques de Saint-Pétersbourg en novembre, qui font des centaines de victimes. La même catastrophe que l'année de son avènement. S'agit-il d'un signe du destin pour lui qui a annoncé vouloir abdiquer? Sourd, le tsar ne reçoit plus, ne sort plus, mène une existence solitaire réglée comme du papier à musique. Il s'octroie encore le passage en revue des troupes et d'exténuants voyages à travers son immense empire. En novembre 1825, alors qu'il est à Tangorog, sur la mer d'Azov, il tombe malade et décède en quelques jours. Commence alors le feuilleton palpitant qui de nos jours n'a jamais trouvé d'épilogue satisfaisant. Le tsar Alexandre Ier est-il bien mort? Car tous les témoignages des médecins, de la tsarine, des observateurs se contredisent sur la date exacte, les circonstances du décès et même le destin du cadavre. On aurait ouvert son sépulcre sous Alexandre III, puis en 1921 pour le trouver vide. Très vite, des rumeurs alimentées par le fait que la dépouille ait été exposée à visage couvert contrairement à la tradition affirment qu'il se serait retiré en Terre Sainte ou qu'il aurait choisi d'expier ses péchés dans un monastère. C'est l'apparition d'un curieux personnage 10 ans plus tard à Perm qui met le feu aux poudres. Fyodor Kouzmitch a la même carrure que le tsar, parle plusieurs langues, dont le français, décrit l'Europe diplomatique comme s'il l'avait fréquentée de près et possède même des icônes aux chiffres de l'empereur. Pour le peuple, Kouzmitch est Alexandre Ier. Après sa mort, très âgé en 1836, son tombeau fait l'objet de pèlerinages. L'un des visiteurs fera beaucoup pour accréditer la thèse d'un empereur retiré du monde. En 1891, le tsar Nicolas II, dernier des Romanov, se rend sur sa tombe comme s'il s'agissait d'un de ses ancêtres. L'enquête connaît des rebondissements périodiques. La disparition des principaux documents et le transfert des dépouilles des Romanov dans des fosses communes ne permettront sans doute jamais de trancher. Alexandre Ier conservera son dernier secret dans la tombe. Comme on l'a vu, le tsar Alexandre Ier, le grand vainqueur de Napoléon, n'est probablement pas mort d'un simple coup de froid. Il aurait sans doute fui en Sibérie et vécu comme un saint homme, laissant planer le doute le plus absolu sur sa disparition et sur sa mort. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.